C'est pas un sujet de bac, mais c'est un vrai sujet de réflexion. Après 18 mois et un peu plus de Covid-19, les polémiques continuent à faire rage, mais surtout une vraie question qui est posée par le professeur Didier Raoult. La médecine peut-elle être démédicalisée ? Vraie question. On va en parler avec Didier Raoult et puis avec vous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine. Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine au virus va y faire sa fête. Oui, alors ça c'est une parodie de Patrick Sébastien. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. On va parler de plusieurs choses, mais d'abord, je voudrais que vous expliquiez cette phrase que vous avez prononcée. La médecine peut-elle être démédicalisée ? Qu'avez-vous voulu dire par ça ? C'est très frappant dans cette crise. Je ne sais pas comment les choses évolueront, mais on voit bien que, au début de cette crise, on a dit aux gens, écoutez, n'allez pas voir de médecin. Qu'il y a des médecins qui ont refusé de voir des malades qui étaient malades, c'est vraiment une première, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a appris, que là encore, donc l'obligation de soins, ça fait partie du métier de médecin. Médecin traitant. Oui, du médecin traitant, vous devez soigner les gens, et parfois vous les soignez alors que vous savez qu'il n'y a pas d'issue, et la médecine n'a pas commencé au 19e ou au 20e siècle avec des molécules dont on connaissait l'action, elle existait depuis bien longtemps, et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point qu'on a vu qui est très intéressant, et qui concerne bien sûr l'hydroxychloroquine, c'est que les gens qui ont fait et mis au point les deux plus grands essais qu'on ait vus, c'est-à-dire Recovery et Discovery, ne connaissent rien, mais rien du tout, à ce qu'est la posologie, c'est-à-dire la dose que l'on donne d'hydroxychloroquine. C'est-à-dire que dans les deux cas, ces doses... Oui. Allô, on ne vous entend plus là. Utilisent ces médicaments. Oui. Donc, par exemple, l'essai anglais comportait des doses où, si vous regardez le Vidal, vous savez que vous ne pouvez pas donner des doses pareilles parce que c'est toxique. C'est bien qu'il n'y ait pas eu d'accident cardiaque, d'ailleurs, parce qu'on aurait dit que l'hydroxychloroquine était toxique. Ils donnaient 2,4 grammes d'hydroxychloroquine, ce qui est, nous, 3 fois la dose que l'on donne. Normalement, la dose que vous donnez est de combien Nous, on donne 800 mg, mais parce que j'utilise ce médicament depuis 30 ans pour traiter d'autres maladies infectieuses, la fièvre Q et la maladie de Whipple, pour lesquelles il y a des gens qui viennent me voir du monde entier. Donc j'utilise ça depuis très longtemps. D'accord. J'en connais, j'ai utilisé cette dose parce que j'ai mesuré quel était l'effet sur les microbes en question quand on regardait ça au laboratoire, et que je dose ça chez les patients, et que j'ai fait plusieurs milliers de dosages avant même que commence le Covid sur ce médicament. À l'inverse, a été publiée l'étude française de solidarité, dans laquelle ils ont fait des dosages, qui est une étude honnête, sauf que les dosages qu'ils ont sont au tiers des dosages que moi j'ai avec la posologie que j'ai, mais ils ont utilisé une posologie qui est entre la moitié et les 2 tiers de celle que j'utilise. D'accord. Donc, c'est quand même étrange que dans ce pays où je suis le connaissant sur l'hydroxychloroquine, à tort ou à raison, parce que ça fait 30 ans que je fais ça, tout le monde le sait, c'est dans tous les livres de médecine, que personne ne m'ait demandé, écoutez, quelle est la posologie que vous verriez, vous, adéquate, pour faire ça. C'est donc, dedans, il y a une abondance de méthodologie qui est qui est pas de la médecine, mais qui est de l'évaluation digitale, si vous voulez. Et dedans, on se demande qui est le médecin qui a pris un livre pour regarder, attendez, qu'est-ce qu'on donne d'habitude comme hydroxychloroquine pour que ce soit ni toxique ni inefficace. Et donc, c'est quand même stupéfiant que tous les deux essais les deux essais les plus les deux essais les plus Discovery et l'autre. Discovery et Recovery soient des essais qui soient basés sur quelque chose qui n'est pas de la médecine, mais je ne sais pas où ça a été inventé. En plus, les Anglais ont dit, mais si, c'est Nick White qui nous a dit ça. Moi, je connais très bien Nick White. C'est le plus cité de tous les gens de médecine tropicale. Il connaît parfaitement l'hydroxychloroquine, il n'a jamais écrit ça. Il a fait un article, l'article cité ne disait pas ça, il a fait un article depuis pour dire c'est pas vrai, c'est pas la dose qu'on emploie d'hydroxychloroquine. Mais alors justement, professeur Raoult,
enfin, avec le recul, comment vous expliquez ça? Comment on peut expliquer que sciemment, Discovery, Recovery, sans parler de la fameuse étude bidon du Lancet, hein, dont tout le monde se rappelle, comment expliquer? C'est quoi? C'est voulu, c'est concerté, sans faire du complotisme, mais c'est quoi? Non, il y a une espèce de disparition. Si vous voulez, il y a une bascule, c'est ce que je dis quand je dis on oublie la médecine, parce que l'essai de Recovery plus 5 ou 6 essais qui ont été publiés, y compris dans le New England Journal of Medicine, Oui. sont des essais qui vont contre toute la base médicale, qui est d'abord, il faut avoir un diagnostic, et ensuite, quand on donne un médicament, il faut analyser sa posologie, c'est-à-dire la dose et la durée du traitement. C'est la base de la médecine. Eh bien, dans l'essai Recovery, il n'était pas nécessaire d'avoir un test PCR positif, et même quand ils ont publié le travail, il y avait 10% des gens de l'étude qui avaient un test PCR qui avait été fait qui était négatif. Donc ils ont analysé des gens pour le traitement de Covid-19 qui n'avaient pas le Covid-19. Et le plus grand test qui a été fait sur la prophylaxie sur l'hydroxychloroquine qui a été publié en New England, ils avaient des tests pour 30% des gens. Et c'est publié en New England. Donc c'est de l'incompétence. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de la médecine qui est, écoutez, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. 1, il faut faire le diagnostic. 2, il faut avoir la bonne pathologie. Et puis 3, quand on parle de maladie infectieuse, il faut qu'on sache à quel stade de la maladie on en est. Est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est au milieu, ou est-ce qu'on est en réanimation? Parce que les questions ne sont pas les mêmes. Ça, c'est de la médecine. Et à la place de ça, on met de la méthodologie. Allô? Oui. Sur des gens dont on ne sait pas ce qu'ils ont, qui ont été maltraités, et on tire des conclusions à partir de ça. Et c'est ça la disparition de la médecine. Et alors, les médecins sont remplacés par des méthodologistes. Alors, les méthodologistes actuellement, donc, incompétence quand même, on peut le dire voulu ou feinte ou organisée. Enfin, voulu ou... Désolé, je ne vous entends plus là. Vous ne m'entendez plus là? Attendez. Est-ce que vous m'entendez, professeur Raoult? On a des problèmes de communication là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? D'accord. Je voulais savoir, et c'est la question que je vous posais quand même, ce ne sont pas, c'est New England Journal of Medicine, Discovery, Recovery, ne sont pas composés que de méthodologistes complètement enfermés dans leur tableau. Incompétence voulue, je ne sais pas, malfaisance, on essaye de comprendre. Non, mais si vous voulez, je dis souvent ça. Il y a deux choses que je crois. Il y a qui sont, je suis désolé, qui demandent une explication et qui peut être qu'une explication intellectuelle. Donc il y en a deux qui sont éclairants de ce point de vue-là. Il y a le monde qu'avait décrit Baudrillard, qui est celui de l'hyper-réalité, qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Oui, l'irréalisme. Se demander si les bases même de l'analyse qu'ils font correspondent à la réalité ou non. Oui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, si vous voulez, il y a le principe, c'est le point que je crois avoir été crucial dans cette affaire, c'est la croyance, la pensée générale sur laquelle a évolué la médecine, que tout était progrès, tout était nouveau. Ah ouais, c'est ça. Et ça, c'est très très difficile de dire, et je sais parce que j'ai eu cette discussion depuis des années, moi ça fait des années que tous nos protocoles thérapeutiques ne sont basés que sur des traitements génériques. Ouais. D'accord. Et donc, ça fait des années. Et donc, on a eu beaucoup de discussions quand on a des malades qui passent en réanimation, par exemple. Ils nous changent nos traitements, mais en disant pourquoi est-ce qu'on aurait inventé de nouvelles molécules si les vieilles marchaient autant? Exact. Vous voyez? Et vous avez... donc, il y a une vraie croyance dans le progrès chimique, si vous voulez, qui est une des raisons de ce conflit intellectuel majeur, si vous voulez, qui fait que... Oui. Aveugle à ce qui se passe. Et vous m'entendez bien, professeur Raoult? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Je voudrais savoir aussi, alors c'est quand même, vous avez souvent, à plusieurs de nos entretiens, et nous en avons eu heureusement plusieurs, vous avez dit justement ce problème, vous avez dit les vieilles molécules, on ne veut plus les utiliser pour des raisons que l'on sait, notamment des raisons économiques, des raisons de rentabilité, et pourtant la potentialité des vieilles molécules, enfin des molécules que l'on connaît depuis longtemps, elle est encore terra incognita, il y a beaucoup de choses à faire, vous l'avez dit et répété, et pour cela, et là on voit très très bien que c'est vraiment passé sous le boisseau pour un certain nombre de gens. Non, il n'y a pas de traitement, il y a les vaccins et il n'y a pas de traitement. Pourquoi il n'y aurait pas les vaccins et les traitements? C'est quand même quelque chose qui nous surprend. On est beaucoup à être surpris par cela. Cette opposition absolue, métaphysique, presque hystérique.
C'est ce qu'elle est, c'est-à-dire que il y a une pensée préliminaire qui est pré-théorique, si vous voulez, qui est une vision du monde, et cette vision du monde est antagoniste, ça changera, hein. En particulier ça changera parce que c'est les Chinois qui la changeront, parce que les Chinois ils s'en fichent un peu de notre Big Pharma, donc ils vont utiliser ça. Mais c'est très frappant, par exemple, moi j'ai 2 ou 3 exemples comme ça, dont un très récent, d'un papier dans Science, dans lequel, avec des gens qui sont de bonne foi, hein, ils ont testé quelque chose que nous on a décidé de faire depuis 10 ans, que les Chinois font depuis 10 ans, c'est de tester toutes les molécules dont on sait qu'elles ne sont pas toxiques, dans une situation dans laquelle nous n'avons pas de maladie, pour les maladies infectieuses, hein, pour lesquelles nous n'avons pas de médicaments efficaces. Par exemple, je peux vous dire que un des médicaments terriblement efficaces sur les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, c'est l'AZT, qui est un traitement qui a été utilisé au début du sida et qui marche parfaitement. C'est pas la peine de réinventer un nouveau médicament. Mais c'est aussi inaudible que l'hydroxychloroquine ou qu'a été l'azithromycine pour Zika. L'azithromycine, ça marche très très bien sur Zika. Donc il y a globalement un effet, et puis il y a eu un effet qui est devenu extrêmement pointu sur l'hydroxychloroquine. Je vous dis à telle enseigne qu'il y a un papier en Science qui est sorti dans lequel ils ont fait ces tests des anciennes molécules. Il y a 2 groupes d'anciennes molécules qui marchent, c'est les véoneuroleptiques d'une part, et d'autre part les antimalariques, c'est les médicaments contre la malaria. D'accord ? C'est extrêmement clair, mais dans le texte même du papier, c'est incroyable, ils ne disent pas un mot sur les antimalarias, il faut le trouver dans les matériels supplémentaires, c'est le même effet que les neuroleptiques. Donc il y a un effet symbolique maintenant dans l'hydroxychloroquine qui est juste incroyable, quoi, on ne peut même plus le dire. Les anciennes molécules, donc attention, la question ne sera pas posée. Et ça va jusqu'à quand même, Didier Raoult, qu'un rapport qui vient d'être publié, vous avez eu connaissance, mais alors vous savez comment ils appellent ça? Le comité d'éthique du CNRS vous accuse de populisme scientifique. Alors là, c'est une notion intéressante. Est-ce qu'il faudra l'ajouter dans l'encyclopédie des sciences? Le populisme scientifique, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, si vous voulez. Si, il y a une chose que je comprends, si vous voulez, que j'ai compris récemment d'ailleurs. C'est que, je m'excuse de dire ça concernant votre profession, les médiateurs, il y a des gens qui se sentent être les médiateurs entre les scientifiques et la population. Et ils pensent régulièrement, on m'a dit encore récemment, quelqu'un du Washington Post qui m'avait interviewé, il dit, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez dire ça à des gens qui vont comprendre de travers et qui vont l'interpréter? C'est-à-dire ces gens prennent les autres pour des imbéciles, et moi, si vous voulez, je vois pas bien la différence entre les gens du peuple et la plupart des gens qui m'interviewent. Je vois pas une différence sensible dans le degré de compréhension qu'ils ont de ce que je dis. Et quand ils me disent, mais vous savez, moi je suis un scientifique, alors je leur parle en scientifique et ils comprennent rien à ce que je dis. Donc parce que je suis un scientifique, je ne suis pas quelqu'un qui a fait un peu de science et qui fait du journalisme scientifique. Donc d'ailleurs, vous avez remarqué, les journalistes scientifiques en général me détestent. Donc c'est parce que je ne veux pas passer par une médiation dont je pense qu'elle n'a pas de sens. Et qui plus est, je ne suis pas un idéologue de la science, c'est-à-dire que je ne suis pour la science ni d'un côté ni de l'autre, je suis simplement curieux. Et cette curiosité, effectivement, et la pratique de la science fait quelque chose aux gens. Et je comprends bien que le CNRS, y compris les gens qui s'imaginent être le véhicule de la connaissance, qui ont un taux de succès en termes d'audience qui est ridicule, je comprends bien qu'ils soient jaloux aussi. Parce que si vous regardez, nous, vous n'avez qu'à regarder, c'est assez facile, ce que nous, on fait sur YouTube à côté du CNRS et de l'INSERM, et vous comprendrez qu'ils soient jaloux. Donc, c'est-à-dire que, pourtant, je défie qui que ce soit de venir me dire que ce que je dis n'est pas basé sur des faits. Hein. Donc, ça veut dire que les gens imaginent qu'ils doivent enrober la communication scientifique d'une manière telle que cette communication soit politiquement correcte ou qu'elle soit dans les décisions politiques, mais les décisions politiques ne sont pas, elles ne seront jamais scientifiques. Politiquement correcte ou pharmaceutiquement correcte, il y a les deux. Ou pharmaceutiquement correct, parce que le niveau de financement de tout ça, effectivement, nécessite d'avoir une évaluation qui sera faite un jour. C'est juste une question de temps. Ouais. Mais par exemple, si vous voulez, les positions, moi je veux pas, c'est pas ma nature de dire, écoutez, les stratégies nationales sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Après, si on me demande si elles sont basées sur de la science ou pas de la science,
je répète, attendez, si il y avait un consensus scientifique là-dessus, tout le monde aurait la même politique. Si tout le monde a une politique différente, on ne peut pas dire qu'on connaisse mieux la science que la Suède ou les Anglais qui ne font pas du tout comme nous. Donc les positions qu'on a, c'est des positions politiques, ou que l'Inde, on a des positions politiques, elles sont ce qu'elles sont. Quand la loi s'impose, elle s'impose, c'est comme ça. Si on n'applique pas la loi, eh bien, on est susceptible d'avoir des sanctions vis-à-vis de ça. Cela étant, ça n'est pas parce que c'est la loi ou parce que ça a été la loi que ça représente une vérité scientifique. C'est une décision politique qui tient compte de multiples facteurs. Professeur Raoult, restez avec nous. On va juste, après une petite pause, on reprend. On va parler quand même un peu d'où on en est du bilan du point avec les vaccins. Et ce n'est pas du populisme radiophonique, mais vous pouvez réagir au 0826 300 300 à partir de 13h15 à cette interview du professeur Raoult. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec le professeur Didier Raoult, qui est épidémiologiste, ça ne le présente pas, et directeur de l'IHU de Marseille. Professeur Raoult, je voudrais qu'on fasse un peu le point sur votre point à la fois de scientifique et de citoyen sur ce qui se passe aujourd'hui. Un petit point sur la situation en 2 mots, sur, par exemple, vraiment ce que vous pensez du pass sanitaire, de cela qui va être prolongé, de l'état d'urgence sanitaire, de ce qui se passe. Et je voulais aussi avoir votre avis parce que Sanofi vient d'annoncer aussi qu'il renonçait à son vaccin ARN messager à faire des essais pour avec GSK aller vers la protéine recombinante. Je voulais avoir surtout votre avis, votre point sur la ligne de front d'aujourd'hui. Si vous voulez, d'abord, je trouve qu'il y a une nouvelle qui n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que le nombre de cas diminue. Oui. Dans une vidéo que j'ai fait aujourd'hui, j'essaie d'expliquer, c'est associé à une baisse de la mortalité. J'essaie d'expliquer ce qui est la science populaire encore, mais j'essaie d'expliquer. Mais le problème, c'est que personne ne fait de science du tout. Là, en ce moment, en France, le problème, c'est que personne ne faisait de génome, personne ne les analyse, personne. Le niveau, pour vous donner une idée, quand même, je suis de très loin le premier publiant dans ce pays sur ce domaine, sur celui du Covid-19. Donc, le CNRS ferait mieux de travailler plutôt que de commenter le travail des autres. Ça serait bien. L'INSERM aussi, ça serait bien. Ce qui traduit maintenant, c'est bien, parce que le monde dit découvre le déclin de la science française, et après m'avoir engueulé pendant une dizaine d'années quand je disais vous voyez pas que c'est en train de se casser la figure. Ouais. Mais bon, on le verra encore. Vous verrez le 15 novembre de quoi susciter une rage folle de l'INSERM et du CNRS pour voir ce que devient la recherche dans ce pays. Mais cela étant, pourquoi le 15 novembre, pardon, pourquoi le 15 novembre? Vous verrez. D'accord. C'est surprise. On sera au rendez-vous. On aura peut-être un rendez-vous avant d'ailleurs, parce que j'ai mon livre qui va sortir la semaine prochaine sur l'hydroxychloroquine pour expliquer ce qui s'est passé. Ah, très bien. Donc je crois que en tout cas c'est une pierre que je vais poser là. Un pavé dans la mare. Oui, qui servira en son temps, on verra. Mais cela étant, donc les choses s'améliorent probablement sous un triple effet. Ce qui est vrai, c'est que le vaccin, ça, on a les données, je suis d'accord avec vous, c'est très très difficile de croire les données, de faire la différence dans la presse scientifique entre ce qui est de la propagande et ce qui est de la réalité. Donc clairement, à un moment, le New England et le Lancet ont fait de la propagande. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ouais. Les premiers papiers qui ont été publiés sur la Remdesivir, c'est de la propagande. Alors là, c'est même pas randomisé, c'est même pas comparatif, c'est juste anecdotique. On a traité 30 personnes, ça va très bien, ça marche très bien. C'est purement, je leur écris au New England, non, c'est de la propagande, ce que vous êtes en train de faire. Et juste, scientifique. Et juste, professeur Raoult, je rappelle que l'Union européenne a acheté pour 1 milliard d'euros de Remdesivir, qui est toujours autorisé, toujours dans la MM. Oui, alors que les essais, y compris incluant les essais français, ont montré que ça ne servait à rien. Et puis il y a eu un autre travail sur le Remdesivir qui a été fait, qui est très intéressant, mais qui a été passé sous silence. Et même des auteurs ont peur de le raconter. C'est que, comme tout le monde disait que, à part en Afrique où tout le monde nous prend pour des cinglés, que l'hydroxychloroquine avait donné des troubles cardiaques, il y a des gens qui ont vérifié sur la base de données des effets toxiques de l'OMS qui est anonymisé. Et ils ont regardé quels étaient les faits et comme comparateur, ils ont pris le Remdesivir. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est le premier stade des torsades de pointe que tout le monde redoutait avec l'hydroxychloroquine, c'est le ralentissement du cœur, ce que nous on appelle la bradycardie. Et ce qui donne des bradycardies, l'hydroxychloroquine ne donne pas du tout de bradycardie, ce qui donne des bradycardies, c'est le Remdesivir. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est toxique pour le cœur, c'est le Remdesivir, en plus de ne pas marcher. Donc c'est assez intéressant. Donc l'histoire de la propagande, effectivement, de publications scientifiques, déjà. Première chose, vous parliez. Oui.
Mais je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer autre chose que la propagande quand vous voyez ce qui est sorti au départ sur l'hydroxychloroquine. Il y a personne de sensé ne peut croire qu'un médicament... L'année où ça a été le plus distribué, il y a eu 1 milliard de traitements prescrits de chloroquine ou d'hydroxychloroquine dans le monde. 1 milliard en un an? En un an. 1 milliard de traitements. À l'époque où on utilise ça en première intention pour le traitement du paludisme. Vous pouvez imaginer qu'il est mort 100 millions de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Vous êtes fou, on ne peut pas croire une chose pareille. C'est juste idiot. Et je l'ai dit, tant que les gens n'auront pas fait l'analyse de qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi on en est arrivé là, et on en est arrivé là à cause de ce que je crois, c'est la vision du monde ne permet pas de penser que ce médicament est une efficacité, qui est bien entendu une efficacité qu'on voit dans les maladies infectieuses. C'est pas total, mais nous, on a, je sais pas, y compris dans le dernier papier que l'on a fait, 75% de prévention de mort si on donne précocement et 50% si on donne chez les gens hospitalisés. C'est ni plus ni moins que ce qu'on a dans les septicémies à staphylocoque ou les traitements au début des staphylocoques avec les antibiotiques et personne ne dit que ça marche pas. Donc c'est les maladies infectieuses aiguës, en fonction du stade où on les prend, on arrive mieux ou à la guérir ou pas. Donc c'est banal, c'est des choses qui sont simples mais qui sont inaudibles parce que on ne peut pas les penser. La deuxième chose, et puis bien entendu, il y a des intérêts financiers qui sont hallucinants, c'est-à-dire que le milliard en question de médicaments a été acheté la veille du jour où l'OMS disait que ça marchait pas. On ne peut pas imaginer qu'ils ne savaient pas. C'est quand même un truc assez extravagant. Et donc, enfin, il faut laisser faire les cours de la bourse quand même. Hein. Oui, il y a eu les cours de la bourse et puis Gilead avec un produit qui ne marche pas a fait 1 milliard de bénéfices quand même pendant l'année 2020. C'est quand même un tour de force remarquable. Donc c'est du bitcoin, ce truc, c'est très intéressant, intellectuellement c'est intéressant. Et d'ailleurs c'est moins moi le gaspillage qui m'ennuie que le fait qu'on ne traite pas les gens. Le gaspillage, il y a de la corruption, il y a un toujours. Et alors deuxième facteur, vous disiez... C'est ça qui m'embête. Voilà. Maintenant, concernant les politiques, si vous voulez, encore une fois, il n'y a pas d'évidence que les politiques sociales aient une efficacité dans un pays de manière supérieure à un autre. Donc on ne le sait pas, ça. On ne sait pas répondre à ça. Donc c'est des décisions qui sont politiques. On ne peut pas dire aux gens vous n'êtes pas des scientifiques parce que vous dites ça. Enfin, en Suède ils font pas ça. Regardez maintenant, en Angleterre ils suppriment le pass sanitaire et ils suppriment les règles de fonctionnement. Donc globalement, moi je ne sais pas évaluer ça. J'ai toujours pensé que c'était une dimension politique et que c'est le temps qui trierait et qu'il faudra un peu de temps pour le savoir. La deuxième chose, c'est que sur les vaccins, je n'ai absolument pas changé d'opinion. Je pense que le vaccin apporte quelque chose, mais que c'est pas une baguette magique, et on le voit. Je ne crois pas que qui que ce soit dise le contraire maintenant. Ça n'a pas. On peut pas dire qu'il y a une différence radicale entre les cas, ni même la mortalité, si on inclut Israël, si vous voulez, entre les nations qui ont pris une stratégie vaccinale massive et celles qui ont été en retard. Ça s'est pas passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est vrai. Quelles que soient les explications qu'on donne. À ce propos, Didier Raoult, excusez-moi, je vous interromps. Je voudrais vous faire entendre une bonne amie à vous, qui est Karine Lacombe, le professeur Karine Lacombe, qui parle des vaccinés qui sont recueillis en réanimation à l'hôpital, alors qu'on disait qu'il n'y avait absolument aucun vacciné en réanimation. Ça n'existait pas. Écoutez ce qu'elle dit, c'est rapide. Ils sont doublement vaccinés en réanimation, qui ont un profil qui est constant dans tous les services de réanimation. C'est que ce sont des personnes âgées avec des comorbidités, donc elles décompensent ces comorbidités. Et puis ce sont des personnes immunodéprimées qui ont été doublement, voire triplement vaccinées, qui malheureusement n'ont pas monté de défense immunitaire. Alors qu'on disait que ça n'existait pas, les vaccinés en réanimation ou à l'hôpital. J'ai qu'une chose pour une fois qu'elle est d'accord avec moi, je suis content. J'ai qu'une chose à rajouter que l'on avait probablement sous-estimé, c'est la proportion. Actuellement en réanimation, il n'y a pas de gens très vieux. C'est une erreur. Il faut qu'elle aille voir, mais ils les prennent pas après 80 ans. Donc ils vont pas dans la réanimation. Donc il n'y a pas de personnes très âgées. Pour des raisons techniques. Hein. Et puis d'autre part, il y a un phénomène très très curieux. C'est que dans cette quatrième partie d'épidémie, depuis le variant indien, en réalité, il n'y a pas de surmortalité du tout des patients de plus de 85 ans. Et pour de multiples raisons, dont la plus importante est probablement ce qu'on appelle l'effet de moisson, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a à peu près 30% des gens qui avaient plus de 85 ans qui sont morts, et que donc la population sensible, ultra sensible à ce virus a tellement diminué que
nous n'avons pas une mortalité visible, une surmortalité visible du tout chez les gens de plus de 85 ans. Donc ça a changé, mais la population qui est hospitalisée dans les réanimations et qui est jeune, c'est les obésités morbides, c'est-à-dire les gens qui ont des BMI supérieurs à 40. Alors ça représente vraiment une cause de mortalité actuelle extrêmement importante, et donc une vraie cible de la vaccination, même si ça ne diminue que de 50% la mortalité, c'est beaucoup. Ça vaut le coup, absolument. Mais écoutez, en tout cas, professeur Raoult, rendez-vous avant le 15 novembre pour votre livre, et le 15 novembre pour le pavé dans la mare. Merci.